à la une de certains journaux ce matin, Egi? Oui, c'est l'actualité qui meuble certains journaux. Comme vous le disiez, on ne pouvait s'en passer alors que la nuit fut longue pour les supporters, autant qu'elle le fut pour les joueurs. Les 11 qui sont allés défier les requins bleus à Praia, c'est au Cabo Verde. Mais voilà, le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes et des espérances formulées avant ce match. Et pourtant, sur le papier, le Cameroun allait en conquérant. Un voyage difficile, un déplacement compliqué aux enjeux plutôt très intéressants. Il faut rappeler que le Cameroun était en lice pour la première place de son groupe, une place qualificative pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Malheureusement, le Cameroun est donc tombé, vous l'annonciez tout à l'heure, mangé par des requins bleus qui en avaient plus envie. Sur le terrain comme dans le jeu, les choix tactiques du coach adverse ont été les plus payants, au grand détriment et à la grande défaveur, on l'entend bien, des Lions indomptables. Ces mutations qui se fait le plaisir de mettre cette actualité en grande une ce matin, noyade à Praia, ainsi titre le quotidien bilingue, qui revient donc sur cette défaite qui fait beaucoup de mal à l'équipe camerounaise qui se voit donc reléguée à 4 longueurs du premier du groupe, désormais premier du groupe, le Cabo Verde, et qui entre ainsi dans une phase d'incertitude quant à sa qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis et au Canada. Cette actualité est partagée également par le grand titre qui essaye de tirer les leçons et tente de déterminer les causes de cet échec hors de nos terres. En mettant en grande une, vous le voyez bien, cette image, celle du professeur Narcisse Mouelé-Combi, le patron des sports et de l'éducation physique. Pour le grand titre ce matin, il serait l'une des causes de cette débâcle des Lions en terre capverdienne. Et pour cause, le politique se mêle au football camerounais, pas pour son bien, pas à son avantage, mais pour l'étouffer. Les guerres intestines ouvertes entre le MINSEP et la FECAFOOT plomberaient donc l'ambiance et déconcentreraient les joueurs. Une défaite qui ne surprend donc pas, qui ne devrait pas en tout cas surprendre, estime nos confrères du grand titre. Alors pour le détail et peut-être pour être tout à fait complet sur cette actualité, il faut rappeler que le Cameroun se retrouve donc deuxième de son groupe et n'a plus son destin entre ses mains. Il devra batailler dur pour remporter les 2 dernières rencontres qu'il aura jouées dans cette phase éliminatoire en espérant un faux pas, ou plutôt 2 faux pas du Cap-Vert afin de se retrouver une fois encore au devant de la scène. Si ce n'est le cas, il devra batailler dans une autre longue attente avec des barrages qui feront intervenir à la fois des équipes africaines, on parle là des 4 meilleurs deuxièmes, mais également des équipes, ça peut être de l'Asie, ça peut être de l'Europe ou même de l'Amérique. Tous ces détails sportifs vous seront certainement donnés par Stéphane Achille Moré. D'accord. Avançons et parlons politique. Présidentielle, on peaufine les détails. Oui, et ces détails-là rentrent dans la production des gadgets et autres incompressibles liés à la prochaine élection présidentielle et partons au régional qui emboîteront le pas le 30 novembre, on va dire quelques 45 jours après la présidentielle du 12 octobre. Pour Cameroun Tribune, le quotidien à Capitaux Public ce matin, on rappelle que le rythme est bon dans la production de ces gadgets qui seront de bon usage pour la tenue de cette élection. Le rythme de sortie et de production de ces urnes et autres incompressibles enveloppes qui permettront certainement le bon déroulement du prochain scrutin présidentiel et même des échéances électorales à venir est sous le contrôle du ministre de l'administration territoriale, Paul Tangandi, qui peut être considéré en quelque sorte comme le président du comité d'organisation des élections dans ce pays. Il rassure donc, tout sera fin prêt le jeudi, le 12 octobre 2025. Informateur reste également sur cette actualité et est plus péremptoire. Si précédemment on parlait d'un rythme acceptable, ici on estime que le matériel est fin prêt. Ils ont posé pour la photo de famille tous ceux qui sont en charge, justement tous les acteurs en charge de la production de ce matériel, pour dire qu'on n'attend plus que les candidats et leurs votants, le jour
le 12 octobre prochain. On reste en politique. Cette fois-ci, vous parlez de quelques-uns des candidats qui se sont illustrés sur la scène publique ces dernières heures. On commence par le candidat de l'UMS, Pierre Kouemo, qui était lui également dans la bataille du Nord. Il a parcouru en quelques jours l'ensemble pas l'ensemble, mais en tout cas les grandes localités du Septentrion, partant de l'Adamawa jusqu'à l'extrême nord et le chemin inverse. Lui également s'est plongé dans cet électorat particulier, il faut le rappeler, c'est le plus grand en termes de chiffres pour la force du nombre. Il faudra certainement grappiller quelques voix dans cet électorat. Il marche sur les plates-bandes de plusieurs, désormais de toute manière avec la situation et la perte du capital sympathie, si ce n'est la déliquescence de ce capital sympathie vis-à-vis du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Chacun y va de ses ambitions et de ses espérances tentant de rallier à sa cause ces hommes et ces femmes en âge de voter qui pourront peut-être accorder leur mandat à quelqu'un d'autre que le RDPC, chose qu'ils firent durant les 40 dernières années. On parle toujours de politique, cette fois-ci avec la position du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui est fort attendue. Et on appelle le parti désormais de Mamadou Mota à une coalition. On voudrait qu'il donne un mot d'ordre de ralliement à un candidat de consensus, mais à rien ne presse, estime le président par intérim de ce parti. Le MRC se réserve le droit de soutenir un candidat de large consensus, mais personne ni rien ne mettra la pression sur ce parti pour qu'il s'avance en conjecture avant que le moment ne soit véritablement calé. C'est Émergence, le quotidien bilingue, qui en parle ce matin. On parle de politique, une fois encore, cette fois-ci avec un soutien de poids que le président de la République vient de recevoir de la part de l'élite intellectuelle, de l'élite traditionnelle de la région du Sud, sa région d'origine. Ça tombe un peu sous le sens. Ils étaient rassemblés au Palais des Congrès à l'invitation du SGPR. Vous les voyez en tenue d'apparat. Ils ont discuté des différentes réalisations effectuées par le président de la République dans leur région, mais aussi de ce que réserve l'avenir de ce que leur réserve l'avenir, notamment dans les projets qui peuvent être implémentés sur leur sol. Ils ont donc réaffirmé tout leur soutien à celui qu'ils qualifient de Nomgui, le chef supérieur, le dernier niveau en termes de qualité, de hauteur dans cette configuration. En tout cas, il assure, ils sont avec le président de la République un jour, comme toujours. Ils étaient également, cette fois-ci, quelques semaines en arrière, conviés par le SGPR. Eux, c'est l'élite religieuse. Les prélats qui ont été invités par le secrétaire général de la présidence de la République commencent à donner de la voix pour exprimer ce qui s'est dit à huis clos entre eux, le clergé et le SGPR. Monseigneur Christophe Zoua se confie dans les colonnes de nos confrères de Le Jour. Il rappelle qu'il n'était pas question d'accorder un plébiscite au président de la République, que nenni. Ils ont été appelés tout bonnement pour leur rappeler leur mission sociale, leur mission de pâtre de la paix, de la cohésion sociale, du calme, de la justice, autant de qualités et d'idéaux qui se sentent menacés au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette échéance électorale avec les divisions et les rejets qui malheureusement sont instrumentalisés par certains pour se tailler une part importante dans l'électorat et peut-être s'adjuger une grande partie du vote. Alors le SGPR, selon Monseigneur Christophe Zoua, ne leur a pas demandé de donner des consignes de vote en particulier, non, mais de continuer à prioriser et à privilégier des messages en faveur de la paix, en faveur de cette unité qui peuvent être considérés aujourd'hui comme des acquis et qui ne doivent souffrir d'aucune contestation ni être menacés par des politiciens de mauvais aloi qui utilisent la fibre ethnique pour diviser et pour se faire une place sous le soleil. Et puis en économie, la lente intégration sous-régionale. Oui, elle est lente et elle est poussive même d'ailleurs, cette intégration sous-régionale. Elle ne fait pas de bien à l'économie. D'ailleurs, le quotidien L'économie, ce matin, on parle
Dans la sous-région de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, nous sommes littéralement les derniers en Afrique à continuer à conserver ces barrières aux frontières avec le contrôle continu des biens et des personnes qui y transitent. Toute chose qui va à l'encontre des dispositions réglementant la sous-régionalisation, l'intégration sous-régionale, qui voudrait que la libre circulation des biens et des personnes soit active. Une libre circulation qui exponentialiserait naturellement les recettes et les dividendes des uns et des autres, à la fois les pays de départ et les pays d'arrivée. Malheureusement, c'est encore en compte-gouttes que les marchandises et les personnes traversent les différentes frontières. Chacun y met son veto pour des raisons qui n'ont pas encore été véritablement élucidées. C'est vrai que dans certaines chancelleries de ces pays, on parle de sécurité, on parle d'impact également de préservation de la souveraineté du territoire. Il n'en demeure pas moins qu'on l'a déjà compris ailleurs. L'intégration sous-régionale est une force à capitaliser pour à la fois faire monter ses revenus en termes d'économie, mais également stabiliser cet écosystème qui est lié entre, du moins cet écosystème qui est une sorte de plateforme qui lie tous ces différents pays les uns aux autres. On reste en économie. Cette fois-ci, pour parler des impôts et des taxes au plus gros. Oui, ceux qui ont une fortune élevée auront désormais une unité spéciale fiscale pour contrôler leurs différents revenus, mais également pour s'assurer qu'ils payent des impôts et taxes à la hauteur de ce qu'ils gagnent. C'est l'expression économique qui en parle ce matin. C'est une bonne nouvelle pour le petit peuple qui jusqu'ici se sentait un peu écrasé par ces impôts et taxes sans jamais savoir si oui ou non les gros, eux, étaient soumis eux aussi à la même législation. Pas bonne nouvelle pour les plus grands en revanche, car si les yeux sont grands ouverts sur leurs affaires, c'est qu'il y a eu forcément des suspicions d'évasion fiscale. En tout cas, on attend bien que cette unité se mette en place et on verra si oui ou non elle résoudra les missions qui lui sont dévoué. Le devoir de mesure, ça c'est quelques informations éclectiques pour sortir de cette revue de la presse. On commence avec le citoyen qui rappelle au bon souvenir de mission du journaliste et par extension des médias en période électorale. Nous avons une mission de régulation, une responsabilité sociale et même pénale d'informer et pas de diviser à travers les différents contenus qui meubleront les espaces publics médiatiques durant cette période. De toute manière, le CNC est vent debout contre tout discours et tout contenu qui pourrait inciter à la haine, à la division et au rejet. Ceux-là seront tout bonnement interdits d'antenne, que ce soit les journalistes ou alors les invités qui seront sur les différents plateaux. On parle de ce devoir de mesure pour rappeler également que les journalistes ont un rôle important, si ce n'est névralgique, à jouer en cette période électorale. Une fâcheuse réminiscence qui remonte à la tragédie qui s'est passée au Rwanda permet de remettre chacun à sa place et de le renvoyer à sa conscience professionnelle, mais surtout aux règles déontologiques qui régissent ce métier, lesquelles devraient être exacerbées et suivies à la lettre en cette période cruciale. Autre information, en sécurité. On parle avec l'œil du Sahel ce matin du BIR qui a saisi 2 armes lourdes, dans la région de l'Adamawa, dans la localité de Minganga en particulier. Vous les voyez, ils sont triomphant devant celui qui malheureusement a été péché par ces éléments de sécurité disposant de ces armes sans véritable raison. Le fait d'avoir saisi ces 2 armes lourdes vient un peu rassurer les populations de cette région qui subissent depuis quelques années des kidnappings, des rapts et autres exactions. C'est une bonne chose à mettre donc à l'actif de l'armée camerounaise. Sécurité cette fois-ci, sécurité alimentaire dans les établissements scolaires. Les carillons de la rentrée ont sonné au vent et si les portes des centaines d'écoles et autres collèges aux millions d'enfants camerounais qui reprennent dans le chemin des classes, l'étudiant ce matin plaque son regard sur les cantines scolaires. Il faut contrôler ce que les enfants mangent, car oui, peut-être sont-ils abordables en termes de prix, mais le prix de la santé est plus élevé lorsqu'on ne contrôle pas. Merci beaucoup, Algie. Nous allons prendre le décryptage juste après cette transition.
Après la revue de la presse, comme c'est l'habitude ou la coutume dans cette émission, nous allons prendre le décryptage et cette fois-ci, nous allons parler de la décision du CNC. Il est important de rappeler qu'après avoir organisé un événement pour passer le message à la presse la semaine dernière à Douala, le Conseil national de la communication a adressé une correspondance aux médias phares. Alors, selon le CNC, à compter du 27 septembre, début officiel des campagnes pour la présidentielle du 12 octobre, les médias audiovisuels devront suspendre toutes leurs émissions de débat politique et les remplacer par des formats homologues et des journaux de campagne. How will this decision help in the campaign to the presidential elections for October 12th? Alors, sans être devin, pour rester dans l'esprit du président du Conseil national de la communication, qui, comme vous le disiez, était en visite à Douala, qui a poursuivi sa tournée dans les autres régions au fin de mettre tous les journalistes du territoire national au parfum de la nouvelle réglementation en vigueur compte tenu de la période électorale en rapport avec les élections. Il faut rappeler que c'est pour mieux organiser la veille que cette disposition a été mise en place de manière à ce que les contenus ne soient pas éclectiques mais homologués pour permettre aux différents acteurs engagés dans ce système, dans ce système de veille électorale, de veille sur les médias, de pouvoir mieux enregistrer ce qui s'y dit, ce qui se dit à l'intérieur de ces médias, mieux contrôler le contenu, parce qu'il faut le rappeler, c'est une période délicate, on l'a dit à suffire. Ce qui est dit doit être suffisamment contrôlé, ce qui est laissé dire aussi. Donc la mesure du CNC viendrait, comme qui dirait, faciliter la tâche aux acteurs qui seront H24 stationnés sur les chaînes de télévision comme de radio, de manière à voir et à entendre ce qui se dit véritablement. Outre cette disposition, quoique légale, il faut rappeler tout de même que la liberté d'expression consacre aux journalistes et aux médias une liberté de ton et de couleur. Donc le fait de vouloir harmoniser, non. On a parlé d'homologuer, ce qui n'est pas la même chose, d'homologuer tous les programmes qui jusque-là étaient des programmes politiques en un véritable modèle classique permettant au Conseil national de la communication d'assurer le contrôle, pourrait être vu également comme une sorte de musellement de la presse, car on n'a pas les mêmes lignes éditoriales, on n'a pas les mêmes façons de traiter les contenus, et ceci nous est reconnu par les dispositions légales en vigueur en parlant de liberté de la presse. Alors, d'ailleurs, le commentaire que j'avais fait sur cette sortie du CNC, tout en fustigeant les écarts de comportement qui ont peut-être forcé la main au Conseil national de la communication à prendre cette mesure d'austérité, il faudrait rappeler quand même que le président du CNC n'est pas le directeur de programme des télévisions, des médias ou alors des autres presses en ligne, que ce soit dans les médias classiques ou les nouveaux médias. Non, il ne peut se substituer précisément à cette responsabilité importante qui définit même l'âme de la chaîne et qui en soi ne peut être contestée à qui que ce soit tant que ce média continue à rester dans les sentiers de la bienséance, de la déontologie et des différentes règles qui régissent notre métier. Il n'en demeure pas moins que ceci est comme une sonnette d'alarme, un tocsin élevé aujourd'hui à son paroxysme, car malheureusement, certains médias ont pignon sur rue à cause des contenus qu'ils diffusent, pas toujours les meilleurs en termes de qualité et de qualité morale. La responsabilité des journalistes qui s'en foutent éperdument à la fois de l'impact nocif et négatif que leurs sorties et les sorties qu'ils laissent dire et faire sur leurs différents plateaux peuvent avoir sur l'individu lambda, le téléspectateur, l'auditeur ou le lecteur. Oui, forcément, à ce moment-là, il faut rappeler avec toute la rigueur et toute la force de la loi que la responsabilité pénale de ces journalistes est engagée. Peut-être aussi, dans la même logique de cette conscientisation, peut-être de ces messages qui tendraient à sonner aux oreilles de ces égarés, le retour sur le chemin de la vérité, sur le chemin des faits et exclusivement des faits, se cache une volonté, non pas de répression de la presse ou alors d'annihilation de nos libertés individuelles avec en prime celle de la liberté d'expression, mais plutôt un besoin de recadrage. Donc c'est toute proportion gardée et avec beaucoup de pincettes qu'on peut
prendre la décision du Conseil national de la communication qui, soit dit en passant, ne demandait pas l'avis des différents médias. Car précisément, lors de cette sortie, c'est au patron de médias qu'il s'est exprimé. L'invitation leur était expressément formulée. Pour revenir aussi sur cette période électorale, on a dit les enjeux que consacre ce moment précis de l'histoire du Cameroun, de cette période électorale, engage non pas seulement les patrons de médias avec leurs différentes lignes, leurs différentes orientations qui peuvent bien leur être concédées, mais surtout les acteurs premiers que sont les journalistes, à qui revient, on insiste là-dessus, la responsabilité d'encadrer ce qui est dit de manière à ce que ça reste conforme à la législation en vigueur, mais surtout que ça reste en droite ligne avec les missions dévolues aux médias, et puisqu'on parle de télé qu'il faut prêcher pour sa chapelle, à savoir éduquer, informer et pour certains divertir. Mais chez nous, c'est plus les deux éléments premiers de ce triptyque-là qui sont mis en avant, l'éducation et l'information. Et dans ce sens-là, puisque nous sommes partis pour éduquer et pour informer, on ne saurait tolérer quelques écarts que ce soit qui iraient à l'encontre de ces principes que nous avons élevés en cardinaux, des principes qui guident notre ligne éditoriale dans la télévision du monde. Merci pour ce décryptage, LJ. Le message est passé, j'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Sinon, le Molinex est là pour vous broyer. Quand vous êtes arrivé, je vous ai vu éternuer et puis ça m'a donné une inspiration. J'espère que les téléspectateurs sont prêts. Nous allons parler des avantages de l'éternuement, mais avant ça, nous allons prendre ce petit bout de musique. Rappelons la thématique du jour. Quand est-ce que vous avez su que le bilinguisme était important? Le numéro, c'est le 655 69 44 53.